À 11h55, le matin du 10 août 1985, un sous-marin nucléaire soviétique a disparu dans un éclair de lumière blanche. Pas en mer, pas sous le feu ennemi, mais amarré dans un chantier naval au bord du Pacifique. Le K-431 subissait un ravitaillement de routine dans la baie de Chajma, une étroite crique nichée dans la baie Pierre-le-Grand, à environ 45 km au sud-est de Vladivostok. Chantier naval numéro 30, également connu sous le nom de Dunaj, un vaste complexe de grues, de quais et de dalles de béton où la flotte soviétique du Pacifique entretenait ses sous-marins nucléaires. L'équipage avait travaillé pendant toute la matinée. Il descendait des barres de combustible d'uranium frais dans l'un des 2 réacteurs à eau pressurisée du K431. Chaque réacteur produisait environ 70 MW d'énergie thermique, assez pour propulser les 2 hélices du sous-marin à pleine vitesse. Le combustible était enrichi à environ 20% en uranium-235. Pas assez pour fabriquer des armes, mais suffisamment pour entretenir une réaction en chaîne. Et à exactement 5 minutes avant midi, quelque chose a terriblement mal tourné. Le couvercle de la cuve du réacteur était en train d'être repositionné. Un énorme couvercle en acier qui scellait le cœur. Il était censé être abaissé avec précaution, lentement, avec les barres de contrôle déjà insérées pour maintenir le réacteur sous critique. Mais une poutre destinée à limiter la hauteur à laquelle le couvercle pouvait être soulevé avait été mal positionnée. Les barres de contrôle se sont soulevées trop haut, et en un instant, le réacteur est devenu critique. Une réaction en chaîne incontrôlable, 5 fois 10 à la puissance 18 fissions en une fraction de seconde. Le cœur a atteint des températures inimaginables. L'eau à l'intérieur de la cuve du réacteur s'est transformée en vapeur surchauffée. Et la pression a explosé vers l'extérieur. L'enceinte de chargement du combustible, une structure métallique temporaire construite autour du sous-marin, s'est désintégrée. Son toit a été projeté à 70 ou 80 mètres du lieu de l'explosion, comme une boîte de conserve écrasée et lancée par une main géante. Le compartiment du réacteur a été déchiré. Les barres de combustible fraîchement chargées ont été éjectées dans les airs. Certaines ont atterri sur le pont. D'autres se sont dispersées sur le quai et dans l'eau. Avant de plonger dans le vif du sujet, pensez à liker et à vous abonner. 8 officiers et 2 soldats sont morts sur le coup, vaporisés par l'explosion ou tués par le rayonnement initial. 49 autres membres du personnel ont été blessés. Beaucoup ont souffert d'une exposition aiguë aux radiations. Et en quelques minutes, un incendie s'est déclaré dans le compartiment du réacteur. Les flammes étaient alimentées par les conduites de refroidissement brisées et le métal en feu. L'incendie a fait rage pendant 4 heures. Les pompiers, vêtus d'uniformes en tissu et équipés d'une protection inadéquate, se sont précipités vers l'épave. Ils ne connaissaient maintenant pas l'ampleur réelle de la situation dans laquelle ils s'engageaient. Aucune alarme n'avait retenti auparavant. Aucun ordre d'évacuation n'avait été donné. L'explosion s'était produite sans avertissement. Et maintenant, un nuage radioactif s'élevait au-dessus de la baie, emporté par le vent vers le nord-ouest, sur 6 km de la péninsule de Dunaj. Le panache a manqué de peu la localité voisine de Chkotovo 22, à environ 1,5 km. Mais il a recouvert le chantier naval et les terres environnantes d'une fine poussière d'uranium, de cobalt 60 et de produits de fission. Lorsque l'incendie a été éteint, les dégâts étaient irréversibles. 10 hommes étaient main de mort. Des dizaines d'autres ont été contaminés. Et le K431 était une épave radioactive. Son cœur de réacteur était exposé à l'air libre. Des tonnes de débris irradiés étaient dispersés dans le chantier naval et dans la baie de Chajma. Ce fut le plus grand accident nucléaire de l'histoire de la marine soviétique. Et pendant des années, presque personne en dehors de l'URSS n'a su qu'il s'était produit, parce que les soviétiques l'ont enterré, au sens propre comme au figuré. Ils ont censuré les rapports, ils ont scellé les archives, et ils ont laissé l'épave pourrir en silence. Mais les radiations ne sont pas restées enfouies, et des décennies plus tard, la vérité a commencé à faire surface. Voici l'histoire du K431, l'explosion du réacteur que les soviétiques ont tenté d'enterrer. Le K431 n'était pas censé être une catastrophe en puissance, c'était un sous-marin de classe Echo 2, projet 675, selon la désignation soviétique.
Initialement mis en service sous le nom de K-31, le 30 septembre 1965. Il avait 20 ans de service lorsqu'il est arrivé à Dunay pour être ravitaillé en carburant. Les sous-marins Echo 2 étaient des plateformes de missiles de croisière, conçues pour traquer les navires de surface et frapper des cibles côtières. Ils transportaient 8 missiles P-6 dans des tubes montés à l'avant du pavillon. Ils étaient propulsés par 2 réacteurs à eau pressurisée. L'eau légère servait à la fois de liquide de refroidissement et de modérateur, une conception éprouvée, fiable, mais seulement si l'on suivait la procédure. Le ravitaillement en carburant d'un réacteur naval est une opération délicate. Le sous-marin est amarré à quai. Il est relié à l'alimentation électrique et aux équipements de soutien à terre. Des navires de service comme le PM-74 se chargent du transfert du combustible nucléaire frais. Le couvercle de la cuve du réacteur, un composant lourd et de haute précision, doit être retiré. Les anciens assemblages combustibles sont retirés. Les nouveaux sont soigneusement insérés. Et tout au long du processus, les barres de contrôle doivent rester enfoncées profondément dans le cœur pour empêcher la réaction en chaîne de redémarrer. C'est un processus qui exige de la précision, des protocoles stricts et une surveillance constante. Mais au chantier naval numéro 30, on prenait des raccourcis. L'installation était surchargée, sous pression pour remettre rapidement les sous-marins en service. Les calendriers de maintenance étaient serrés, l'équipement vieillissait et la surveillance était incohérente. L'opération de rechargement du 10 août a commencé comme des dizaines d'autres avant elle. Le couvercle de la cuve du réacteur a été soulevé. L'ancien combustible a été retiré. De nouveaux assemblages ont été chargés dans le cœur. Tout semblait se dérouler comme d'habitude, jusqu'au moment de repositionner le couvercle. Le couvercle lui-même pesait plusieurs tonnes. Il devait être abaissé avec précision sur la cuve du réacteur, aligné parfaitement, bien scellé. Une poutre avait été installée pour limiter la hauteur à laquelle le couvercle pouvait être soulevé pendant les réglages. Il s'agissait d'un mécanisme de sécurité. Il empêchait les barres de contrôle, fixées sous le couvercle, d'être retirées trop loin. Mais quelqu'un avait mal positionné la poutre. Personne n'a remarqué l'erreur. Ni les ingénieurs, ni les superviseurs, ni les techniciens qui actionnaient la grue. Et lorsque le couvercle a été soulevé pour un dernier ajustement, les barres de contrôle sont sorties trop loin. Beaucoup trop loin. Le réacteur est devenu critique instantanément. Dans un réacteur normal, la réaction en chaîne est contrôlée par des neutrons retardés. Les neutrons sont libérés quelques secondes après la fission. Cela donne aux opérateurs le temps de réagir, d'ajuster les barres de contrôle, d'arrêter le réacteur si nécessaire. Mais dans un état de criticité instantanée, la réaction en chaîne est entièrement soutenue par des neutrons instantanés. Des neutrons libérés instantanément, en quelques microsecondes. Il n'y a pas le temps de réagir, pas le temps d'intervenir. Le niveau de puissance double, puis double à nouveau, et encore. En quelques fractions de secondes, le réacteur passe de l'inactivité à la pleine puissance, puis à la surpuissance, et enfin à la fusion. 5 fois 10 à la puissance 18 fissions se sont produites lors de cette excursion. Un nombre presque incompréhensible. Chaque fission libère de l'énergie, de la chaleur. Et comme cette chaleur n'avait nulle part où aller, la température du cœur du réacteur a grimpé en flèche. L'eau à l'intérieur de la cuve s'est transformée en vapeur. La pression s'est accumulée. Puis la cuve s'est rompue. Ce n'était pas une fuite lente, une défaillance violente et explosive. L'explosion thermique et de vapeur a déchiré le compartiment du réacteur. Le métal s'est déformé. Les barres de combustible se sont brisées. Des fragments radioactifs ont été projetés dans l'air. L'enceinte de chargement du combustible s'est effondrée. Son toit a été soufflé hors du sous-marin. Il a atterri à 70 ou 80 mètres de là, et le souffle a envoyé une onde de choc à travers le chantier naval. Les ouvriers qui se trouvaient à proximité ont été projetés au sol. Certains ont été tués sur le coup. D'autres se sont éloignés en titubant, désorientés, ensanglantés, contaminés. En quelques minutes, les alarmes ont commencé à retentir, pas celles du K431, celles des détecteurs de radiation disséminés dans le chantier. Les aiguilles ont atteint leur maximum, les dosimètres ont hurlé, et le feu s'est déclaré. Le métal brûlait. Les conduites de refroidissement rompues
projetaient de l'eau qui se transformait instantanément en vapeur. Les câbles électriques fondaient, et au fond du compartiment du réacteur, le cœur exposé continuait à dégager de la chaleur. Il continuait à briller. Il continuait à libérer des particules dans l'air. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes. Ils n'ont pas eu le temps d'enfiler leur équipement de protection complet. Beaucoup portèrent des uniformes en tissu standard, du coton fin, des bottes en caoutchouc, des gants en tissu. Ils ont attrapé des tuyaux et ont couru vers l'épave, vers les flammes, vers les radiations. Parce que c'est le travail des pompiers. Ils ne savaient pas qu'ils se dirigeaient vers un piège mortel. Les pompiers ont lutté contre l'incendie pendant 4 heures. 4 heures à respirer de la fumée chargée de particules radioactives. 4 heures à rester debout près d'un cœur de réacteur exposé. 4 heures à absorber des radiations à chaque seconde qui passait. Certains d'entre eux ont reçu des doses externes allant jusqu'à 2,2 sieverts. Les doses thyroïdiennes ont atteint 4 sieverts, en inhalant l'iode radioactif qui s'échappait des décombres. À ces niveaux, le syndrome d'irradiation aiguë était inévitable. Nausées, vomissements, perte de cheveux, effondrement du système immunitaire. 10 des pompiers ont développé un syndrome d'irradiation aiguë complet. Leurs corps ont commencé à se dégrader au niveau cellulaire. La moelle osseuse a cessé de produire des cellules sanguines. Les organes ont commencé à défaillir. Certains se sont rétablis, d'autres non. Mais ce jour-là, ils ont continué à travailler, à éteindre les flammes, à refroidir le compartiment du réacteur, à empêcher le feu de se propager à d'autres parties du sous-marin ou au chantier naval environnant. En fin d'après-midi, le feu était éteint, mais la crise était loin d'être terminée. Le compartiment du réacteur était une ruine fumante. Des fragments de combustible jonchaient le pont, chauds, radioactifs, émettant toujours des rayons gamma et des neutrons. La plupart des débris éjectés avaient atterri à moins de 50 mètres du K431. Mais certains morceaux avaient été projetés plus loin, dans l'eau, sur les quais adjacents, à travers le chantier, et le nuage radioactif continuait de se déplacer, porté vers le nord-ouest par le vent. Le panache a tracé une trajectoire de 6 km à travers la péninsule de Dunay. Des modèles atmosphériques ont ensuite confirmé cette trajectoire. Il a survolé certaines parties du chantier naval, des zones de stockage, des routes et des bâtiments. Il a manqué de peu Chkotovo 22, une colonie militaire à accès restreint située à environ 1,5 km, mais les travailleurs à l'air libre ont été exposés. Toute personne se trouvant sous le vent pendant ces premières heures a inhalé des particules, de la poussière contaminée par de l'uranium, du cobalt-60 provenant de l'acier activé, du strontium-90 et du césium-137 provenant du combustible frais. Pas en quantité massive. Le combustible venait tout juste d'être chargé. Il n'était pas resté assez longtemps dans le réacteur pour accumuler une grande quantité de produits de fission. Mais qu'ils soient frais ou non, les isotopes étaient dangereux, et ils étaient partout. Le soir venu, les équipes d'intervention d'urgence se sont mobilisées. Environ 2000 personnes ont finalement participé aux opérations de nettoyage, des équipages navals, des ouvriers des chantiers navals, des unités de défense civile, des spécialistes en radiologie. Ils ont commencé la sinistre tâche de décontamination, frotter les surfaces, enlever la terre contaminée, ramasser les fragments de combustible avec des pinces et des pelles, les sceller dans des fûts. Le travail était dangereux. Les niveaux de radiation près de l'épave restaient élevés, et le personnel ne disposait pas toujours d'une protection adéquate. Sur ces 2000 intervenants, environ 290 ont reçu des doses dépassant les limites d'exposition habituelles. Certaines dépassaient largement ces limites. Ils travaillaient par roulement. Les équipes se relayaient pour répartir la dose, mais les dommages étaient cumulatifs. Et pour beaucoup, l'exposition aurait des conséquences des années plus tard. Cancer, lésions organiques, mort prématurée. Pendant ce temps, la contamination s'étendait au-delà du chantier naval, dans la baie de Chajma elle-même. Des fragments de combustible étaient tombés dans l'eau lors de l'explosion. Des particules radioactives se sont déposées dans les sédiments, et certaines se sont dissoutes dans la baie. Les scientifiques ont estimé par la suite qu'entre 2 et 80 gigabecquerels d'activité radioactive s'étaient déversés dans les eaux de la baie de Chajma immédiatement après l'accident.
une fourchette très large, car personne ne mesurait les niveaux en temps réel. Aucun capteur dans l'eau, aucun protocole d'échantillonnage déclenché. Les Soviétiques se sont empressés de contenir une catastrophe qu'ils n'avaient pas prévue, et ils l'ont fait en secret. Aucune annonce publique, aucun avertissement aux villes voisines, aucun ordre d'évacuation pour les zones civiles. La position officielle était le silence. 4 jours après l'accident, certaines installations du chantier naval auraient repris leurs activités, comme si rien ne s'était passé, comme si 10 hommes n'étaient pas morts, comme si l'épave du K431 n'était pas toujours là, laissant échapper des radiations dans la baie. Mais la contamination se moquait bien des calendriers et du secret. Le cobalt-60 et le césium-137 radioactifs ont commencé à se répandre dans la colonne d'eau. Les courants océaniques les ont emportés hors de la baie de Chajma, dans la baie d'Ussuri, dans la baie de Strelok, et finalement dans le vaste système de la baie Pierre-le-Grand. 2 typhons ont frappé la région dans les semaines qui ont suivi l'accident. Ils ont brassé l'eau. Ils ont mélangé les couches superficielles avec les couches plus profondes. Ils ont accéléré la dispersion. Ils ont réduit les concentrations superficielles par dilution. Des études de modélisation océanique menées des décennies plus tard ont retracé leur trajectoire. En quelques semaines, les traceurs radioactifs avaient quitté la baie de Chajma. Ils ont été dilués par les courants régionaux. Des vents multidirectionnels ont poussé les eaux de surface dans des directions imprévisibles. Des tourbillons plus profonds ont influencé la propagation en profondeur. En septembre, la contamination s'était dispersée sur une zone beaucoup plus vaste. Elle n'était plus concentrée, mais elle était toujours présente, et elle s'installait dans les sédiments. Des particules chaudes contenant de l'acier inoxydable et du cobalt-60 ont ensuite été identifiées dans des échantillons de sédiments. Des fragments de combustible contenant de l'uranium se sont incrustés dans le fond de la baie. Ils n'étaient pas répartis de manière uniforme. Ils se sont regroupés en points chauds localisés. Des zones où les courants avaient déposé des débris, où les fragments avaient coulé et étaient restés, et ces points chauds resteraient radioactifs pendant des décennies. Le cobalt-60 a une demi-vie d'environ 5 ans. Le césium-137, 30 ans. Certains isotopes se désintégraient relativement rapidement, d'autres persistaient, et les sédiments les retenaient. Un témoignage permanent de ce qui s'était passé le 10 août 1985. Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. À la mi-août, l'urgence immédiate était passée. L'incendie était éteint. L'épave était partiellement sécurisée. Mais le K431 était toujours là, une coque radioactive amarrée au quai, trop dangereuse pour être déplacée, trop contaminée pour être réparée, et les Soviétiques avaient une décision à prendre. Que faire d'un sous-marin dont le réacteur a explosé? La réponse, à la manière soviétique, était d'en faire le moins possible. Le K431 ne pouvait pas rester indéfiniment au chantier naval numéro 30, mais il ne pouvait pas non plus être démantelé immédiatement. Le compartiment du réacteur était trop chaud, trop radioactif. S'en approcher signifiait absorber une dose, et le découper libérerait encore plus de contamination. Ils l'ont donc remorqué jusqu'à la baie de Pavlovsk, une zone de stockage pour les sous-marins endommagés, à environ 50 km au nord-est de Vladivostok. Le K431 a rejoint 2 autres sous-marins de la flotte du Pacifique dont le cœur était endommagé. Tous 3 ont été stockés à flot, amarrés à des bouées, laissés à l'abandon, littéralement. Le plan, si on peut l'appeler ainsi, consistait à attendre. Laisser les isotopes à courte durée de vie se consumer. Laisser les niveaux de radiation baisser à un niveau gérable. Et ensuite, peut-être, tenter le démantèlement. Mais les années ont passé. Le K431 est resté dans la baie de Pavlovsk jusqu'à la fin des années 80. Puis, pendant l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Puis, pendant les années 90 chaotiques, lorsque le budget militaire de la Russie s'est évaporé. Et pendant tout ce temps, il fuyait, lentement, dans l'eau, ajoutant à la charge radiologique d'une baie déjà contaminée par des décennies d'opérations nucléaires navales. Pendant ce temps, dans la baie de Chajma, le nettoyage se poursuivait. Les déchets hautement radioactifs issus de l'accident ont été placés dans des sites de stockage temporaires
près du chantier naval, temporaire. C'est ainsi qu'on les appelait. Mais le temporaire a tendance à devenir permanent lorsque personne ne veut s'occuper du problème. Les sols contaminés ont été raclés et empilés dans des zones désignées. Les fragments de combustible ont été scellés dans des fûts. Les débris structurels provenant de l'enceinte de ravitaillement en carburant ont été enterrés, et le site a été clôturé. Hors de vue, hors de l'esprit. Sauf que ce n'était pas hors de l'esprit des personnes qui vivaient à proximité. Les ouvriers du chantier naval savaient ce qui s'était passé. Ils avaient vu l'explosion, ils avaient combattu l'incendie, ils avaient enterré leurs amis, mais officiellement, rien ne s'était passé. Aucune reconnaissance publique de la part de Moscou, aucune indemnisation pour les blessés, aucun suivi médical pour les personnes exposées. Le gouvernement soviétique a traité l'accident de la baie de Chajma comme il traitait la plupart des incidents nucléaires militaires, avec silence. La politique officielle était le secret. Les accidents militaires étaient classés confidentiels. En parler pouvait vous mener en prison. Et ainsi, la vérité est restée enfouie pendant des années. Mais les secrets ont tendance à être révélés, surtout lorsqu'ils sont radioactifs. En 1993, 2 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, le gouvernement russe a publié un document intitulé « Livre blanc ». Il reconnaissait pour la première fois que la marine soviétique avait déversé des déchets radioactifs dans les mers d'Extrême-Orient pendant des décennies. Et dans ce rapport, il était brièvement fait mention de l'accident de la baie de Chajma. Sans détails, sans chiffres sur les victimes, juste une reconnaissance du fait que cela s'était produit. Ce fut la première fissure dans le mur. À la fin des années 90, de plus en plus d'informations ont commencé à émerger. Des chercheurs occidentaux, des organisations environnementales. L'ONG norvégienne Bellona a publié des rapports sur les accidents de sous-marins soviétiques. Elle a interrogé d'anciens membres du personnel naval. Elle a examiné des documents déclassifiés. Elle a reconstitué ce qui s'était passé. Bellona affirmait que 6 millions de curies, soit environ 222 pétabecquerels, avaient été rejetés dans l'atmosphère le 10 août 1985. Un chiffre stupéfiant. Si cela était vrai, l'accident de la baie de Chajma serait comparable à certains des pires accidents nucléaires de l'histoire. Mais cette affirmation a été contestée. Des analyses évaluées par des pairs et publiées au début des années 2000 ont réfuté cette affirmation. Elles soulignaient que la contamination était localisée, bien en dessous de l'échelle de Tchernobyl, qui s'était produit 8 mois seulement après la baie de Chajma, le 26 avril 1986. Le réacteur de Tchernobyl fonctionnait depuis des années. Son cœur était chargé de produits de fission. Lorsqu'il a explosé, il a libéré une énorme quantité de césium, de strontium, d'iode et d'autres isotopes. Le combustible du K431, en revanche, était frais. Il venait d'être chargé. Il n'y avait pas eu le temps d'accumuler une grande quantité de produits de fission. Ainsi, bien que l'explosion ait été violente, les rejets radioactifs ont été moins importants. La majeure partie de la contamination est restée sur place, dans le chantier naval, à proximité immédiate du sous-marin, et dans les sédiments de la baie de Chajma. Pour autant, moindre ne signifie pas insignifiant. L'échelle internationale des événements nucléaires a finalement classé l'accident de la baie de Chajma au niveau 5, un accident aux conséquences plus étendues, risque hors site, mais pas d'évacuation à grande échelle, moins grave que le niveau 7 de Tchernobyl, mais plus grave que le niveau 5 de Three Mile Island. Il se situait dans une zone intermédiaire inconfortable, assez grave pour causer des dommages durables, mais pas assez dramatique pour imposer un changement systémique. Et c'est l'histoire de la plupart des accidents nucléaires. Ceux qui ne font pas la une des journaux, ceux qui se produisent derrière des clôtures et des autorisations de sécurité, ceux où la contamination reste localisée et où les victimes restent silencieuses. Car que pourrait-elle faire? À qui pourrait-elle le dire? En 1998, le Washington Post a publié un article soulignant les risques posés par les sous-marins soviétiques désaffectés. Beaucoup avaient encore des réacteurs à bord, toujours amarrés dans des baies, rouillés, fuyants. L'article citait la baie de Chajma comme étude de cas,
un avertissement sur ce qui peut arriver lorsque les infrastructures nucléaires se détériorent sans surveillance adéquate. Mais les avertissements ne financent pas les opérations de nettoyage. Et les opérations de nettoyage coûtent cher, de l'argent que la Russie post-soviétique n'avait pas. Le K431 est donc resté dans la baie de Pavlovsk. En attendant, jusqu'en juillet 2010, 25 ans après l'accident, quand il a finalement été livré pour être démantelé. Des sources navales russes ont rapporté que les travaux d'utilisation avaient commencé. Le compartiment du réacteur allait être découpé, scellé dans une structure de confinement, transporté vers un stockage à long terme. C'était un processus lent, coûteux, dangereux, mais c'était un progrès, en quelque sorte. À ce moment-là, la menace radiologique immédiate s'était estompée. Le cobalt-60 s'était désintégré. Les niveaux de césium avaient baissé. L'épave ne brillait plus, mais l'héritage restait, dans les sédiments de la baie de Chajma, dans les dossiers médicaux des pompiers et des équipes de nettoyage, dans le sol de la péninsule de Dunaj, et dans la mémoire collective d'une catastrophe que les Soviétiques ont tenté d'enterrer. Dans les années 2000, les scientifiques ont commencé à revenir dans la baie de Chajma, non pas pour la nettoyer, mais pour mesurer ce qui restait, pour cartographier la contamination, pour comprendre comment des décennies de désintégration radioactive et de processus environnementaux avaient remodelé le paysage. Entre 2014 et 2016, une étude radiologique complète a été menée dans toute la péninsule de Dunaj. Des équipes équipées de dosimètres portatifs et de matériel d'échantillonnage du sol ont parcouru des transects. Elles ont mesuré le rayonnement de fond, elles ont prélevé des échantillons. Les résultats ont brossé un tableau complexe. La plupart de la zone présentait des niveaux de fond comparables à ceux du reste du kraï de Primorié, entre 0,09 et 0,18 microsieverts par heure. Normal, sans particularité, mais dans la zone de surveillance, celle qui entoure immédiatement le chantier naval numéro 30, il y avait des traces, des points chauds, de petites poches où les niveaux de rayonnement atteignaient des pics. La valeur maximale enregistrée était de 0,6 microsieverts par heure, pas immédiatement dangereux. On pouvait rester là pendant des heures sans effets aigus, mais élevé, détectable au-dessus du fond. La zone de trace dans l'isoligne de 0,13 microsieverts par heure couvrait moins d'un demi-kilomètre carré. Dans l'isoligne de 0,3 microsieverts par heure, seulement 0,063 km². Une empreinte minuscule, localisée, mais persistante. Les échantillons de sol ont révélé des informations plus détaillées. Le strontium 90 a été mesuré à un niveau maximal de 11 becquerels par kilogramme. Le césium 137 à un niveau maximal de 34 becquerels par kilogramme. L'uranium 235 à un niveau maximal de 5,8 becquerels par kilogramme près de la cour. Et le cobalt-60, signature révélatrice des produits d'activation du réacteur, a été mesuré à 4,9 becquerels par kilogramme dans la zone de supervision. Dans le village de Dunaj même, les niveaux de cobalt-60 étaient inférieurs à 0,42 becquerels par kilogramme. À peine détectable. La contamination s'était déplacée, mais pas loin. Les radionucléides d'urgence s'étaient infiltrés dans le sol, à des profondeurs pouvant atteindre 20 cm au moment de l'enquête, se mélangeant à l'eau souterraine, se liant aux particules du sol. Mais les mesures d'activité spécifiques ont révélé autre chose. Entre 40 et 45 % du cobalt-60 présent dans les traces de sol restait soluble dans l'acide, ce qui signifie qu'il n'était pas fortement lié. Il pouvait potentiellement se mobiliser dans des conditions favorables, absorbé par les plantes, emporté dans les eaux souterraines, transporté dans la baie de Chajma lors de fortes pluies. Ce n'était pas une menace immédiate, mais c'était une préoccupation à long terme. L'héritage radioactif du 10 août 1985 était toujours actif, toujours en évolution, toujours présent dans l'environnement des décennies plus tard. Et la baie elle-même n'avait pas oublié non plus. Des études sédimentaires menées dans la baie Pierre-le-Grand ont identifié des niveaux élevés de césium-137 et de cobalt-60. Ils n'étaient pas répartis de manière uniforme, mais regroupés, dans les zones où les courants océaniques avaient déposé des particules,
où des fragments de combustible s'étaient déposés, où des particules chaudes contenant de l'acier inoxydable et du cobalt s'étaient enfoncées dans la boue. Ces particules étaient petites, microscopiques dans certains cas, mais intensément radioactives. Une seule particule radioactive pouvait délivrer une dose importante à tout ce qui était en contact direct avec elle, et elles étaient enfouies dans les sédiments où vivaient les organismes benthiques, où les poissons se nourrissaient, où commençait la chaîne alimentaire. Des programmes de surveillance écologique à long terme ont suivi la récupération, ou ont essayé, car la récupération est un concept complexe. Les populations de poissons étaient revenues. Les algues fleurissaient à nouveau. Les signes visibles de vie étaient de retour. Mais la situation de référence avait changé. La composition des espèces avait changé. Certaines espèces indigènes ont mis des années à revenir en nombre significatif. Le sterlet, la carpe sauvage. D'autres ne se sont jamais complètement rétablis, et l'écosystème était devenu plus fragile, plus vulnérable aux chocs futurs, car la baie de Chajma n'était pas la seule source de contamination dans la baie Pierre-le-Grand. Des décennies d'opérations navales soviétiques avaient laissé une empreinte radiologique dans toute la région. Des compartiments de réacteurs jetés à la mer, des déchets liquides rejetés par les installations côtières, des accidents liés à la manipulation de combustible. Tout cela s'est accumulé. Tout cela a contribué à la charge de fond. Et tout cela a fait de la baie un puits pour les radionucléides anthropiques. Un endroit où les isotopes artificiels se sont accumulés, ont persisté et ont circulé dans l'environnement. À la fin des années 2000, la Roumanie et la Hongrie... Attendez, mauvaise catastrophe. À la fin des années 2000, les autorités russes et régionales ont affirmé qu'il n'y avait pas de contamination résiduelle significative, que les niveaux de césium et de cobalt étaient revenus dans les limites réglementaires, que le site était sûr. Mais les groupes environnementaux ont réagi. Bellona, Greenpeace, des chercheurs universitaires, ils ont souligné que le fait d'être dans les limites ne signifiait pas que c'était inoffensif. Cela signifiait simplement qu'ils n'étaient plus illégaux. Et les limites réglementaires sont des constructions politiques. Elles changent. Elles sont négociées. Elles équilibrent les risques et les réalités économiques et politiques. Elles ne reflètent pas la santé écologique, ni l'exposition à long terme de la population, ni le fardeau cumulatif de multiples événements de contamination. Les enquêtes ont également révélé des défis pratiques, le ruissellement continu des sites d'enfouissement temporaire, les déversements hérités d'autres installations navales. Tout cela compliquait l'attribution. Quels isotopes provenaient du K431? Lesquels provenaient d'autres sous-marins? Lesquels provenaient de réacteurs terrestres ou d'opérations de manutention de combustible? Il était impossible de les séparer. La contamination s'était superposée, mélangée. Elle faisait désormais partie de la signature radiologique régionale, et cela rendait la responsabilité encore plus difficile à établir, car si l'on ne peut pas prouver quel accident a causé quelle contamination, personne n'est responsable de quoi que ce soit. Pendant ce temps, les personnes qui étaient représentées le 10 août 1985 vieillissaient, mouraient, les pompiers, les équipes de nettoyage, les ouvriers du chantier naval. Certains ont développé des cancers, une leucémie, une maladie thyroïdienne. D'autres ont souffert de lésions organiques, de troubles immunitaires. En 1998, 205 personnes avaient été reconnues comme victimes de l'accident et avaient droit à des indemnités, une reconnaissance bureaucratique de leur exposition. Mais les données épidémiologiques à long terme pour la population civile environnante restaient rares, voire inexistantes, car le suivi des effets sur la santé nécessite des registres, des données de référence, un suivi à long terme. Et les Soviétiques n'avaient pas conservé ces registres. Ou, s'ils l'avaient fait, ils les avaient classés confidentiels. Le coût humain total de l'accident de la baie de Chajma reste donc inconnu, immesurable, caché dans les antécédents médicaux des personnes qui vivaient sous le vent, qui buvaient l'eau des puits contaminés, qui mangeaient le poisson de la baie, qui n'ont jamais su qu'elles avaient été exposées. C'est le bilan invisible d'accidents comme celui-ci, les cancers qui apparaissent 20 ans plus tard, les dommages génétiques transmis aux enfants, les maladies chroniques
qui ne peuvent être liées de manière définitive à un seul événement, mais qui se concentrent dans certaines populations, selon des schémas, d'une manière qui suggère une cause même lorsque la preuve est impossible. C'est ainsi que l'accident de la baie de Chajma est devenu une étude de cas, pas seulement en matière de sécurité nucléaire, mais aussi en matière de secret, d'échec institutionnel, de fossé entre les discours officiels et la réalité vécue. Il a montré ce qui se passe lorsqu'un gouvernement privilégie son image plutôt que sa responsabilité, lorsque l'armée privilégie le secret plutôt que la sécurité, lorsque le nettoyage est reporté, lorsque la surveillance est insuffisante et lorsque les victimes sont ignorées. Chajma Bay n'était pas Tchernobyl. Il n'a pas répandu de retombées radioactives à travers l'Europe. Il n'a pas forcé l'évacuation de villes entières. Mais cela n'était pas nécessaire, car ces dégâts étaient localisés, concentrés, absorbés par un petit nombre de personnes, dans un coin reculé de l'Union soviétique, où personne ne regardait et où personne ne pouvait parler. L'accident de la baie de Chajma occupe une place inconfortable dans l'histoire du nucléaire. Trop petit pour être mémorable comme Tchernobyl, trop caché pour susciter l'indignation de Fukushima, mais trop important pour être considéré comme un incident mineur. On l'a appelé le Tchernobyl de l'Extrême-Orient. Mais cette étiquette est contestée, débattue, car les comparaisons quantitatives montrent que les rejets étaient en un ordre de grandeur inférieur. Tchernobyl a rejeté des quantités massives de césium, de strontium et d'iode sur tout un continent. La contamination de la baie de Chajma est restée principalement dans un rayon de 50 mètres autour du sous-marin. Le panache s'est déplacé sur 6 kilomètres, pas 600. Les sédiments contiennent des points chauds, pas des zones d'exclusion, mais l'étiquette reste, non pas à cause de l'ampleur, mais à cause de ce qu'elle représente. Un autre accident nucléaire que les Soviétiques ont tenté de cacher, une autre communauté exposée sans avertissement, un autre nettoyage mené en secret, une autre génération de travailleurs sacrifiés pour contenir une catastrophe qui n'aurait jamais dû se produire. Et l'accident a révélé quelque chose de plus profond, les vulnérabilités systémiques de l'infrastructure nucléaire navale soviétique. Le K431 n'était pas un cas isolé. C'était un symptôme. À la fin des années 1990, des dizaines de sous-marins désaffectés rouillaient dans les baies d'Extrême-Orient. Beaucoup avaient encore du combustible à bord, des réacteurs qui n'avaient jamais été déchargés, des compartiments scellés mais corrodés. L'article du Washington Post de 1998 l'a révélé au grand jour. La marine soviétique avait construit une flotte nucléaire massive, mais elle n'avait jamais construit l'infrastructure nécessaire pour la démanteler en toute sécurité. Pas de cale sèche suffisamment grande, pas d'installation de traitement du combustible usé, pas de stockage à long terme pour les compartiments des réacteurs. Les sous-marins sont donc restés là, et ont attendu, et ont fui. La baie de Chajma était un avertissement. Mais les avertissements n'ont d'importance que si quelqu'un les écoute. Et pendant des années, personne ne l'a fait, parce que l'Union soviétique s'est effondrée. La Russie a hérité du problème, mais pas du budget. Les dépenses navales se sont évaporées. La remise en état de l'environnement est devenue un luxe. Et les sous-marins sont restés là. Ce n'est qu'au début des années 2000, sous la pression internationale, que de sérieux efforts de démantèlement ont commencé. La Norvège a fourni des fonds. L'Union européenne a contribué. Le Japon a investi dans des projets de nettoyage. Non par générosité, mais par intérêt personnel. Car la contamination radioactive ne respecte pas les frontières. La baie de Pierre-le-Grand s'ouvre sur la mer du Japon. Les courants océaniques transportent l'eau vers le sud, vers les zones de pêche japonaises, vers les eaux coréennes. Une fuite importante ne resterait pas confinée à la Russie. La baie de Chajma est ainsi devenue un cas d'étude pour la coopération internationale, pour la surveillance environnementale transfrontalière, pour le processus lent et coûteux de nettoyage des sites nucléaires hérités de la guerre froide. En 2010, le K431 a finalement été démantelé. Le compartiment du réacteur a été découpé. Il a été scellé dans un caisson de protection, puis transféré dans un site de stockage conçu pour le contenir pendant des décennies, peut-être même des siècles, jusqu'à ce que quelqu'un trouve une solution définitive. Démantèlement a été salué comme un progrès, et c'était le cas. Mais cela a pris 25 ans.
Un quart de siècle entre l'accident et l'action. Et le K431 n'était qu'un sous-marin parmi d'autres. Des dizaines d'autres subsistent. Certaines sont encore à flot. D'autres ont déjà coulé. Toutes contribuent à la pollution radioactive des eaux de l'extrême-orient russe. L'héritage de la baie de Chajma ne se résume pas à un seul accident. Il concerne les infrastructures, la surveillance, la responsabilité. Il concerne ce qui se passe lorsque des technologies complexes sont utilisées sans marge de sécurité adéquate, lorsque les procédures de ravitaillement en carburant sont précipitées, lorsque les systèmes d'alerte sont ignorés, quand un faisceau mal positionné et un moment d'inattention peuvent déclencher une réaction en chaîne. Les analyses de l'accident qui ont suivi ont identifié des défaillances évidentes, l'absence d'un système de drainage adéquat sous les résidus. Encore une fois, le script est erroné. Les analyses de l'accident ont identifié des défaillances évidentes. L'absence de surveillance indépendante pendant les opérations de ravitaillement en carburant, la surveillance inadéquate de la position des barres de contrôle, l'absence de verrouillage de sécurité redondant, le recours au jugement humain dans des procédures à haut risque. Tout cela était prévisible. Tout cela était évitable. Et tout cela s'est répété sous différentes formes dans l'ensemble de l'industrie nucléaire soviétique. Car le problème ne concernait pas uniquement le K431. Il était systémique. Une culture qui privilégiait la production au détriment de la sécurité, qui punissait les lanceurs d'alerte et récompensait le silence, qui traitait les travailleurs comme des éléments jetables et les communautés comme des pertes acceptables. Chajma Bay a imposé certains changements. L'Agence internationale de l'énergie atomique s'en est servie comme étude de cas. De nouvelles directives pour le ravitaillement des réacteurs navals ont été rédigées. Les cadres d'évaluation des risques ont été mis à jour. Les protocoles d'intervention d'urgence ont été renforcés. Mais leur mise en œuvre est restée inégale, en particulier en Russie, où les pressions économiques et l'inertie institutionnelle ont résisté à la réforme. Et donc, le risque persiste, pas seulement en Russie, mais partout où des infrastructures nucléaires vieillissantes fonctionnent sans surveillance suffisante, partout où le ravitaillement en combustible est effectué à quai, partout où les budgets sont serrés et où la maintenance est reportée. Car les accidents comme celui de Chajma Bay ne nécessitent même pas de malveillance. Ils nécessitent de la complaisance, la conviction que cela n'arrivera pas ici, que les procédures sont suffisantes, que l'équipement est suffisamment fiable, que le personnel est suffisamment formé jusqu'à ce qu'une poutre soit mal positionnée, une barre de contrôle se soulève trop haut et un réacteur atteint rapidement le seuil critique. Le bilan final de Chajma Bay est encore en cours d'évaluation. 10 morts le 10 août 1985, 49 blessés. 290 travailleurs chargés du nettoyage ont été surexposés. 205 ont été certifiés pour bénéficier d'indemnités. Mais combien d'autres, combien de résidents exposés au vent ont inhalé des particules sans jamais le savoir? Combien ont mangé du poisson contaminé provenant de la baie? Combien d'enfants sont nés avec des anomalies génétiques? Les données n'existent pas, ou elles sont classifiées, ou elles n'ont tout simplement jamais été collectées. Et c'est là l'héritage le plus cruel de tous. Pas seulement la contamination, mais l'effacement. Les personnes qui ont souffert et qui n'ont jamais été comptabilisées. Les communautés touchées et jamais indemnisées. La vérité enterrée avec les décombres. Alors, comment classer Chajma Bay? Un incident circonscrit? Un événement de contamination localisé avec un impact minimal hors site? Ou un avertissement? Un aperçu de ce qui se passe lorsque la technologie nucléaire fonctionne à la limite de la surveillance, lorsque le secret prime sur la sécurité, lorsque les personnes les plus proches du danger n'ont pas voix au chapitre, car les radiations de la baie de Chajma se sont en grande partie dissipées. Les points chauds rétrécissent, le césium et le cobalt se décomposent, mais les systèmes qui ont permis que cela se produise, ils ne se sont pas désintégrés. Ils fonctionnent toujours, ils continuent de vieillir. Ils sont toujours un faisceau mal positionné d'une nouvelle catastrophe. Et le prochain accident ne s'annoncera pas. Il commencera par une procédure de routine. Un moment d'inattention, un flash lumineux, et lorsque quelqu'un se rendra compte de ce qui s'est passé, il sera trop tard. C'est là le véritable avertissement de K431. Non pas que des accidents se produisent,
mais qu'ils ne sont jamais qu'à une défaillance près, à un camouflage près, à une génération près d'être oubliée. Si vous trouvez cette histoire importante, contribuez à ce qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Car la seule chose plus dangereuse qu'un accident nucléaire, c'est de prétendre qu'il ne s'est jamais produit.